Salut à tous, chers auditeurs de Street Club. On se retrouve pour un nouveau podcast. Donc, il est toujours 8 heures du mat. On est à la suite du podcast qu'on vient de tourner avec Fitmax et qui est dispo sur sa chaîne. Alors, n'hésitez pas à le voir. Surtout que celui-ci va être un peu la suite logique, mine de rien, du podcast qu'on vient de tourner à l'instant. Donc, comme d'hab, les gars, avant que ça commence, on n'oublie pas le petit like, le petit commentaire et de vous abonner à nos deux chaînes conjointes parce que évidemment on alterne au niveau des rythmes du podcast. Donc si vous aimez bien, eh ben allez suivre également Max parce qu'il y a eu 4 podcasts qui ont été tournés avant, 5 pardon, parce que là c'est le sixième vu que j'ai les nombres pairs. En dehors de ça, petit commentaire pour dire à quel point Max est beau sur 10, sachant que la note minimale, je le rappelle, c'est 10. En dehors de ça, bon tant qu'on y est, Ça me fume à chaque fois. ouais, le running gag il va jamais s'arrêter. Petit emoji casquette aussi pour voir un jour ce qui se trame en dessous de cette magnifique casquette, même si tout le monde s'en doute. En dehors de ça, les gars, on est tous les deux coachs, donc si vous êtes intéressés pour progresser en street lifting et que vous kiffez un peu ce qu'on dit, que vous dites que les man ne sont pas trop bêtes, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Donc le lien c'est SerafSL, celui de Max c'est fit-du-bas Max. Enfin Max M-A-C-S, pas Max Max mec. Si tu tapes ça, tu vas jamais trouver. Et puis tout simplement, on va pouvoir partir. Donc remise en contexte. Si vous venez de l'autre podcast directement, c'est plus simple forcément. Pour ceux qui l'ont écouté il y a une semaine ou pour ceux qui ne l'ont pas écouté, on a abordé le thème sur la chaîne de Max de progresser en partant de zéro. Et là, on va aborder un peu. On en était rendu à tu as débloqué 5 tractions, à quel moment tu dois commencer de l'est. Et là, on va peut-être attaquer le tu te laisses et tu vas aller chercher 1300 kilos de total. D'ailleurs, grosse dédicace à Alex qui avait fait une série sur ça il y a pas très longtemps. Alex qu'on embrasse fort et qu'on adore. Et on va aussi parler, si on a le temps, de comment choisir son coach, surtout en streetlifting du coup. Donc Max, vu que tu savais où on s'est arrêté, que c'est encore frais pour toi, Très très je frais pense là. qu'on très très frais. Et bah let's go. Donc écoute, ouais, on avait débloqué tous les deux nos premières tractions. On était contents. On commençait à travailler un peu nos 10 RM, etc. pour progresser. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est lesté et imaginons on est à 252 total, on veut aller viser les 300. Dans quel contexte on va peut-être se situer? Enfin, dis-nous ce qui te passe par la tête toi par rapport à ce contexte-là, tout simplement. Alors gros, si j'étais, bah en fait, gros les 250 kilos total, c'est ce que moi j'avais après peut-être 3 mois, peut-être un truc comme ça, 3 ou 4 mois de street, je pense. Ça doit être vers ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'aurais dû faire peut-être? Premier truc que j'ai pas fait que j'aurais dû faire et que je vous conseille de faire, c'est de vous auto-analyser et de vous filmer beaucoup, parce que là vous arrivez au moment où vous avez passé le premier stade, vous avez sauté la première marche. Genre là vous êtes sur la deuxième. Et c'est le moment où du coup, vous allez pouvoir commencer à vous amuser, à pas suroptimiser, faut pas abuser, mais optimiser un petit peu vos mouvements. Donc à regarder un petit peu si vous avez des choses qui déconnent dans vos mouvements. Et la liste que j'ai moi et que j'aime bien faire au début de suivi avec des gars qui ont à peu près le niveau là, c'est toute première chose, c'est est-ce que votre technique elle est dangereuse ou pas. Donc visuellement est-ce qu'il y a un truc qui va pas. Tu vois par exemple un mec qui a une antéversion de fou malade sur son squat, c'était pas un truc de ouf parce que sur le long terme, c'est quand même assez dangereux. Pareil, un gars, si au dips il se laisse tomber comme un suicidaire quand il arrive en bas, c'est pas forcément très très bon sur le long terme. Donc première chose, est-ce que la technique elle est dangereuse pour vous ou pas? Si vous avez coché cette case et qu'elle est pas dangereuse pour vous, déjà vous avez déjà une bonne étape de passer, parce que du coup vous allez éviter pas mal de problèmes. Deuxième chose, c'est est-ce que vous vous sentez à l'aise avec votre technique là aujourd'hui et est-ce que vous pouvez la répéter de séance en séance? Parce que ça c'est ultra important de pas modifier sa technique d'une séance à l'autre. Donc dans l'idéal, vous adaptez un petit peu au début, vous mettez des choses en place et vous essayez de les garder assez longtemps pour voir si c'est profitable et assez longtemps pour voir si vous arrivez à progresser dessus. Parce que souvent, on a tendance à voir des gens, chaque séance, ils modifient un petit truc et j'ai été aussi dans ce cas-là. Et ça, c'est un truc que j'aurais pas dû faire, tu vois. Chaque séance, ils changent un petit truc et tout mis bout à bout, au bout de, je sais pas, 10 séances, leur dips, par exemple, il a plus rien à voir avec ce que tu faisais au début. Et en fait, t'as plus de repères. Et t'as l'impression de progresser sur le moment parce que t'as peut-être changé un truc qui t'a fait te sentir un peu mieux. Mais par contre, vu que t'as jamais la même technique, tu peux pas progresser sur cette technique. Et sur le long terme, en fait, tu vas te retrouver à vouloir modifier quelque chose pour progresser. Et ça, c'est pas la mentalité qu'il faut avoir au final. Faut vous dire que votre technique, elle doit être en place. Elle doit cocher les cases de standard.
elle doit cocher les cases de ce que j'ai dit avant, d'éviter de vous blesser, que la technique elle soit sécuritaire. Et une fois que vous avez ça, si vous vous sentez bien, allez pas chercher le petit tips à droite à gauche tous les jours de ouais, il y a un mec il a dit je devais mettre ma tête en arrière pour faire mon dips. Ouais, je me sens trop bien. Il y a un mec il a dit fallait que j'enlève mes pouces quand je fais mes tractions. Ça c'est de la suroptimisation, c'est de la connerie et c'est des trucs qui servent pas forcément en plus par rapport à vous parce que du coup vous adaptez ça parce que vous avez entendu un mec, vous avez vu un mec le faire. Donc quand vous avez votre technique qui est en place, essayez de la garder le plus longtemps possible pour réussir à gratter des kilos dessus. Et chaque petite adaptation, elle doit faire l'objet d'une réflexion et vous dire est-ce qu'en changeant ça, je vais progresser sur le long terme? Est-ce que je peux le mettre en place à chaque séance? Est-ce que bah, je vais réussir à le répéter du coup à chaque séance et à réussir à progresser dessus? Ou est-ce que ça vaut plus le coup que je reste sur ma technique actuelle et que je gratte des kilos plutôt que de perdre bah, 3 ou 4 séances peut-être à adapter la nouvelle technique et à réussir à vous mettre dedans pour réussir à pouvoir ensuite progresser dessus. Mais arriver ça, vous allez vouloir rechanger des trucs, donc c'est le mouvement sans fin. Moi, ce que je vous conseillerais pour un débutant, du coup, ça serait ça, donc technique sécuritaire. Ensuite, être au standard. Les standards, vous les avez selon la compétition que vous voulez faire ou selon vos critères à vous, mais il vous faut des standards qui soient officiels ou non. Parce que je sais qu'il y en a qui s'entraînent avec leurs standards à eux, tu vois. Par exemple, un russe, on avait vu une compétition il y a pas très très longtemps, où du coup, eux, les dips et les tractions, c'est posé. Genre, si c'est pas posé, ça compte pas. Donc eux, leur standard, ça serait ça, alors que ça serait pas forcément les nôtres. Les standards, ça reste assez perso. Mais il vous faut en fait le standard, c'est le cadre qui va faire qu'à chaque entraînement, vous avez les mêmes critères d'exécution, peu importe ce qu'ils sont, qui vous correspondent ou qui correspondent à une fédération ou à une ligue ou n'importe quoi. Donc une technique qui est pas dangereuse, des standards, et ensuite éviter de changer votre technique trop souvent pour pouvoir gratter des kilos dessus, réussir à progresser justement sur cette technique et avoir un avis objectif sur votre progression parce que si vous changez quelque chose à chaque fois, bah c'est votre avis ne sera pas objectif. La progression, elle peut venir du petit changement technique, comme elle peut venir d'un changement. Il fait plus chaud dans la salle, il fait plus froid dans la salle. Il vous faut des trucs qui soient vraiment objectifs et que vous pouvez tracer de séance en séance pour voir si vous progressez réellement. Et pour la suite, je vais laisser Lohan enchaîner avant que je parte en monologue de 10 minutes. Non, c'était magnifique, mec. Continue. Tu m'as fait beaucoup rire quand tu m'as dit tractionner sur les pouces. Je me suis imaginé, bah, tant qu'à faire, tractionne sur le petit doigt, tractionne sur les mains, tant qu'à faire, finalement. Bah, écoute, ouais, pour rentrer un peu dans ce que tu disais, c'est vrai que si on part du principe, en plus que vous n'êtes pas coaché, ça va être encore pire. Parce qu'en fait, quand vous êtes tout débutant, que du coup, tout simplement, vous lestez pas forcément, ou bien que vous travaillez vos 10 RM, vous allez peut-être moins vous concentrer sur la technique au début. Mais en fait, plus vous allez avancer, plus vous allez voir que la progression, elle va se faire moins rapidement dans la pratique. Je sais plus, je crois qu'on en avait parlé de ça, Max, ensemble, mais par exemple, c'est très rapide de progresser de 0 à 95% Mm. de son potentiel, mais de 95 à 100, en fait, plus on se rapproche des 100, plus ça va être long. Donc, concrètement, là, c'est le moment, ouais, généralement, où peut-être les gens sentent qu'ils progressent un peu moins vite, ça peut les frustrer, et donc, du coup, ils vont peut-être chercher à se rabattre sur la technique pour essayer de progresser plus vite. Le problème, se rabattre sur la technique, c'est bien, mais c'est comment on le fait, parce qu'il y a des priorités. Je sais qu'il y a un podcast où on avait dit, je crois que c'était le podcast pardon, 4 de mémoire. Non, podcast, oui, podcast 4, voilà, où on avait abordé un peu le fait de se filmer et de se suranalyser pendant la séance. On va revenir un peu sur la même chose en détaillant un peu plus spécifiquement à ce sujet-là. Mais c'est vrai que, ouais, les gens vont chercher toutes les micro-optimisations avant de construire une technique déjà qui est stable. Exemple, c'est vrai que, par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, simplement, allez, le regard au dips, c'est quelque chose de tout bête. Et au lieu de se concentrer sur le regard, ils vont aller chercher une autre micro-optimisation qui va pas impacter tant que ça que le mouvement et qui est pas dans un ordre qui permettrait d'aller jusqu'à ce cheminement-là et d'acquérir cette optimisation-là en ayant déjà une base technique qui est confortable et solide et qui t'assure une bonne technique. En fait, il faut vraiment traiter point par point. Dites-vous, par exemple, sur un bloc de travail, je vais me concentrer sur ces 3 points-là par mouvement ou sur 2 points par mouvement. Exemple, muscle up, je vais travailler déjà mon élan, ma sortie de boxe et aussi bah, mon entame de la phase de la phase de tirage avant de vouloir commencer à travailler la transition, avant de vouloir commencer à travailler le deep bar. En fait, il faut que ça soit un cheminement logique. Et déjà, si vous avez une technique qui est fiable
par rapport aux bases de cette technique même qui vous permet de ne pas être mis en danger comme a dit Max, c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir chercher peut-être la suroptimisation ou l'optimisation. En tout cas, petite réflexion par rapport à ça, mais c'est vrai que en fait, c'est pas de la stagnation que vous allez avoir, c'est juste que vous allez avoir pardon l'impression de stagner parce que vous progressez moins vite. Donc sachez que la progression n'est pas linéaire et on progresse pas tout le temps de plus 100 kilos en un an ou de plus 60 kilos sur son total en un an. Et malheureusement, bah, petit à petit, tu vas progresser de moins en moins vite. Imaginons ta première année de street, tu prends 80 sur le total. C'est totalement normal que ta deuxième année de street lifting, tu ne prennes que 60 kilos sur le total. Il y a des mouvements qui vont progresser moins que d'autres, notamment bah, le muscle up où en fait finalement plus t'avances dans la pratique, plus t'es content de progresser de 1,25 en 1,25. Alors qu'avant t'étais trop heureux parce que t'as pris plus 10 sur ta première année. La traction, ça peut être pareil. Il y a certains profils, je sais que le dips aussi, si vous n'êtes pas du tout un spécialiste, ça peut prendre énormément de temps aussi et progresser de 2,5 en 2,5, c'est déjà une victoire. Donc déjà par rapport à ça, ouais, essayez pas d'aller chercher les micro trucs qui vont vous permettre enfin, qui vont vous permettre, j'insiste bien là-dessus, de progresser davantage. Allez chercher d'abord les bases. Et puis déjà, ça va peut-être vous permettre tout simplement d'avoir une technique stable. Et à partir du moment où votre technique est stable et que vous voulez passer par exemple les 300 kilos de total, dites-vous que c'est ça de moins à faire et ça sera un ajustement de moins à faire lorsque vous serez par exemple à 350 ou 400 kilos de total. Et moi, là où je suis d'accord avec toi de A à Z, c'est qu'en fait, si vous avez une base technique qui est fiable, et bah déjà à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir continuer votre cheminement et progresser dans les meilleures conditions pour continuer d'aller chercher à gratter du total. Il y a Voilà un, par rapport à ça. il y a un truc aussi que je trouve intéressant, c'est que, tu vois, ce que tu disais, c'est avec le potentiel, parce qu'on a déjà parlé une fois dans un podcast, c'est Mhm. que, en fait, vous mettez pas trop de chiffres en tête. Par exemple, vous dites pas, bah, je serai content quand j'aurai 400 de total, tu vois. Parce qu'il y a des Mhm. gens, si vous avez aucune base sportive, que, je sais pas, vous êtes à PDC plus 30, gras, qu'il y a rien qui va, tu vois, qu'il y a rien qui vous met dans les bonnes conditions, vous pouvez peut-être vous entraîner 20 ans, ça se trouve, vous y arriverez peut-être jamais à ces 400 kilos de total. Et en fait, essayez de... C'est pas facile parce que on nous met que des grosses perfs tous les jours devant les yeux, mais essayez Ouais. d'être content de votre progression, peu importe le chiffre que c'est. Passer de 50 à 55 kilos aux tractions, c'est une putain de grosse progression, tu vois. Si on parle en pourcentage, c'est Mhm. énorme. Et c'est c'est compliqué en vrai parce que tous les jours, dès que vous ouvrez un réseau, dès que même à la salle maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de streeteux, vous pouvez vous retrouver face à des perfs que vous aurez peut-être jamais, mais par contre qui vous mettent quand même l'idée dans la tête que vous allez peut-être y arriver un jour. Et l'idéal, elle peut vite vous donner limite envie d'arrêter le street. Parce que si vous voyez des mecs qui font des tractions à 100 kilos et que vous vous dites putain un jour je vais y arriver, que vous arrivez pas à faire 3 tractions au poids du corps, et que ça fait déjà 3 à 6 mois que vous êtes dessus, vous avez peut-être pas le même potentiel que ces personnes-là. Donc je pense que le plus important, c'est vraiment de se focus sur sa progression perso et de kiffer son truc en fait, de kiffer son truc dans son coin entre guillemets. Je dis pas de pas partager vos perfs, tout ça c'est important de partager avec tout le monde, mais de pas Mhm. trop regarder ce que font les autres et de vous comparer à eux pour éviter du coup d'être un peu dégoûté et de vous dire ouais, je suis nul ou ça sert à rien que j'en fasse parce qu'on n'est pas tous faits pour finir champion du monde ou faits pour avoir 500 kilos de total, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis même, c'est pas une priorité absolue. Là, à l'heure actuelle, on va dire si vous êtes entre 250 300 kilos total, c'est le moment où il faut kiffer la Mm. pratique et Prendre du surtout pas se plaisir. dire ouais voilà ça et pas se dire ouais l'année prochaine du coup là je vise un podium par exemple FNSL l'Île-de-France ou FNSL Nord-Est etc. En fait la pression si vous la mettez tout seul vous allez regretter après. Moi j'en vois beaucoup qui ont parlé sur les réseaux et qui ont un peu regretté en disant ouais je sais pas enfin même moi le premier par exemple tiens quand j'ai dit je vais participer au France Espoir cette année enfin non je suis un peu plus mesuré parce que j'avais dit j'aimerais donc si je le faisais pas, c'était pas non plus grave. Mais si j'avais trop ouvert ma bouche en disant, eh, les gars, cette année, je vais au championnat de France Espoir, je rafle tout, alors que j'ai pas été sélectionné pour X et Y raison, vous allez le regretter. Donc et c'est peut-être même un coup à décrocher aussi la pratique que se donner des ambitions qui sont Mm. beaucoup trop hautes. Les gars, c'est en fait, on oublie l'essence du sport quand il y a de la performance et de la compétition à ce point-là. L'essence du sport, c'est le kiff.
Moi, je sais pas pour toi, Maxime, mais quand je vais à la salle tous les jours, bon, il y a des jours où je suis un peu moins heureux que d'autres, mais je suis heureux et reconnaissant de pouvoir pratiquer mon sport en tout simplement en forme, peut-être sans douleur. Enfin, t'as des micro-plaisirs quand même dans l'entraînement, même des plaisirs de prendre le processus par rapport à ta progression. Bah, le plaisir de progresser aussi, forcément, quand t'as eu tout un chemin avant. C'est un peu le système de méritocratie où quand tu mérites parce que t'as travaillé, bah, tu vas être récompensé. Et peut-être voir plus l'aspect comme ça, faites du street aussi pour les bonnes raisons. Là, si vous êtes entre 250 et 300 et que vous progressez bien, je comprends que vous pouvez commencer à vous projeter en vous disant, ouais, les France peut-être dans 2 3 ans, patati patata, mais vous savez jamais ce qui peut se passer. Vous pouvez prendre 200 kilos total, ça se trouve en un an. Enfin, si vous prenez 200 kilos total en un an, on sait ce que ça veut dire. Mais ça se trouve comme vous pouvez vous prendre un gros mur et progresser que de 20 kilos. Parce que en plus, vous n'avez pas écouté le podcast de la semaine dernière où on parlait quand même pas des prérequis, mais des choses qui sont importantes et essentielles de travailler pour s'assurer une progression sur le long terme, à savoir tout ce qui est hypertrophie, tout ce qui est construction anatomique. Et je vais pas en dire trop parce que si vous n'avez pas regardé le podcast de la semaine dernière, les gars, mais waouh, waouh, on est où? Ok, par rapport à ça, on est très très bien. Écoute, bah voilà, ça y est, Maxime, je suis heureux de te l'annoncer, j'ai les 300 kilos de total. Donc Ah, j'ai travaillé félicitations. dur. Grâce à tes conseils, j'ai une base de technique qui est plutôt fiable. Voilà, on va dire une technique qui est plus que mi-tiers, très convenable. Je me blesse pas, je suis en sécurité, tout se passe bien. 300 kilos total. Bah là voilà, va falloir continuer mon petit bout de chemin et continuer de progresser après pour arriver à un niveau intermédiaire confirmé plus plus. Toi, tu vois comment à peu près quand tu es au 300 kilos total, ça va peut-être être le début de ce qui est de la compétition. Mm. Généralement 300, c'est là où tu commences à te dire purée. Enfin, si je me suis pas testé, j'aimerais vraiment bien me tester et peut-être éviter des pièges de ce contexte-là. Dis-nous en plus, mon petit Max. Alors du coup, comme si, euh, comme si j'avais ces 300 kilos, moi je me mettais comme toi dans l'idée de faire des compétitions. Et bah, la première chose déjà, du coup, choisissez une compétition. Si vous n'avez pas les dates, on sait à peu près les dates vers lesquelles elles peuvent avoir lieu, donc on peut déjà, avec un peu de flou, mais tu peux déjà la placer à peu près dans ton année. Donc placez cette Mm. compétition-là. Bah, si vous êtes coaché, du coup, vous occupez pas de la prog. Mais si vous n'êtes pas coaché comme certains auditeurs qui sont là, je pense, c'est un peu ça qu'ils veulent apprendre. Vous Mm. partez de ce point-là, de la compétition. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Chez quelqu'un qui préfère le faire aussi dans le sens normal. Moi, j'aime bien faire comme ça. Partez de cette compétition-là, et en fait, vous allez bâtir votre prog en rétro-planification en partant de là vers l'arrière, jusqu'à la date qu'on est aujourd'hui. Et planifier chacune des phases pour être le plus en forme possible pour cette compétition-là. Donc ça va arriver au moment où vous avez déjà un peu un historique. Donc là aujourd'hui, selon votre passé sportif, si vous êtes un gars qui vient de la muscu, vous n'allez pas faire autant de volume entre guillemets qu'un mec qui part du street workout ou normalement si vous avez écouté le podcast suivant, le podcast précédent par contre, vous avez déjà une petite base à ce niveau-là. Mais du coup, ce que je vous conseillerais, ça serait d'analyser un peu tout ce que vous avez fait avant, parce que du coup vous avez ça fait déjà un peu plus un an et demi que vous faites du street, donc vous avez pas mal de données. Donc vous savez un petit peu qu'est-ce qui a marché sur vous, qu'est-ce qui a pas marché sur vous. Et bah, je vous conseille d'ailleurs de le noter, ça c'est un truc qu'on dit pas tout le temps. Mais même si vous êtes en solo, conservez tout ce que vous avez fait, que ce soit des notes. Je vous conseille plutôt un sheet pour avoir plus d'infos, un Google Sheet, plutôt que des notes. Mais essayez d'avoir le plus de données possible, parce que là, aujourd'hui tout de suite, ça vous servira peut-être pas forcément. Mais par contre, quand vous allez faire un petit flashback sur ce que vous avez déjà fait, vous allez pouvoir ressortir des infos sur des choses qui ont bien marché sur vous, sur des choses qui ont peut-être moins bien marché. Et comme là, vous voulez préparer une compétition, faut essayer au maximum d'utiliser des choses qui ont déjà marché sur vous et dégager un peu celles qui ont été qui n'ont pas été forcément très positives. Donc une fois qu'on part de ce principe-là, donc vous prenez un peu votre passé sportif, qu'est-ce que vous avez déjà fait avant dans votre pratique, etc. Construisez vos blocs et le but c'est d'arriver, comme je vous disais, à cette compétition le plus en forme possible. Donc ce que vous avez déjà de sûr et certain, c'est que le bloc d'avant ou les deux blocs d'avant, ça va être des blocs de picking. Ça, je pense qu'on peut pas, si on veut vraiment être performant et faire la meilleure compétition de sa vie, on peut pas s'en passer. Donc ceux-là, ils seront là dans tous les cas. Et après, le nombre de blocs de volume et de force, enfin, le nombre de blocs de construction et de force pure qui vont arriver juste avant, ça va un peu dépendre de votre profil et de ce que vous avez pu avoir dans les données qui ont précédé. Je vais prendre un exemple tout simple.
Florent, en gros, qui écoute toujours ce podcast et qui met des commentaires où j'ai envie de le taper gros, à chaque fois. Ouais, je crois il déteste. Ce bon vieux Florent, lui, en fait, avant les compétitions, enfin, si on enlève le bloc de picking, on prend son squat, il va quasiment jamais aller en dessous des 5 reps, on va dire, à peu près. Parce que du coup, son corps, il l'encaisse pas forcément très bien. Et qu'il a rapidement des douleurs qui arrivent quand il arrive sur des intensités assez hautes et des rep range assez bas. Donc, par exemple, pour lui, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, il va peut-être s'entraîner quasiment toute l'année sur du 6-8 reps, alors que la plupart des gens auraient intérêt, s'ils arrivent à l'encaisser, à aller un peu plus bas dans les rep range, surtout quand vous arrivez sur des blocs de force. Mais c'est pour ça que je vous dis c'est assez individuel, parce que là, si je vous dis tout de suite, bah, tapez du 5-8 reps quand vous êtes à 6 mois de la compétition et ensuite descendez à entre 1 et 4 reps, s'il y a peut-être des gens qui vont pas l'encaisser, vous allez peut-être vous dire c'est un enfoiré, il m'a dit n'importe quoi. Donc ça reste quand même très individuel. Donc ce que je vous conseille, si on prend le basique, ça va être de faire un peu de volume, au moins sur un ou deux blocs. Ensuite d'avoir des blocs de force pour combler l'écart entre ces blocs de volume, le moment du picking et la compétition, pour maximiser. Et surtout, si je peux donner un gros conseil avant une compétition, évitez de tester vos max euh, au moins 4 mois avant la compétition. Parce qu'en vrai, vous avez aucun intérêt à le faire, à part vous mettre en confiance, et encore, c'est même pas de la confiance, parce que le max que vous avez, même 2 jours avant une compétition, c'est peut-être pas le max que vous allez faire le jour J. Donc en vrai, quand on réfléchit de façon pragmatique, ça n'a aucun intérêt de tester un max, parce que s'il n'est pas bien préparé et s'il n'est pas prévu, il va pas être à la hauteur de vos attentes. Donc pas de max, si vous arrivez mentalement à pas faire de max. Je vous dis pas de pas mettre d'intensité, mais pas de max, pas de 1 RM. Euh, Si vous voulez voir comment juger sa progression sans avoir de 1 RM dans les pattes, on a fait un podcast, c'est le deuxième, je crois, de tête, ou le troisième. Bah, de toute façon, il est On écrit a dans de le la titre, mémoire, n'hésitez pas à aller le voir. hein. On a Et beaucoup du de coup, là, on vous mémoire dira un ici. peu comment tenter ça sans avoir de max réel. Mais en tout cas, Mm. moi, c'est ce que je ferai pour passer de 300 kilos à première compétition. Ok, ok, pas mal du tout. Écoute, c'est vrai que, alors, si là on parle, vous êtes toujours pas coaché et c'est avant la compétition, enfin loin, avant même de vous poser l'idée de faire une compète, vous allez peut-être arriver aussi dans un truc où vous allez vouloir tester des choses, découvrir des choses. Vous allez voir par exemple, je sais pas, la pin traction. Je prends l'exemple parce que j'ai un frérot là qui m'a posé la question il y a pas longtemps sur Insta de est-ce que je devrais travailler en pin pause, enfin pin traction plus pause. Typiquement, vous allez voir beaucoup de variantes qui vont vous intéresser, vous allez vous dire ok, elle a l'air sympa, si tel athlète le fait, je devrais le faire. Posez-vous les questions déjà, parce que en fait, comme tu l'as dit, c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est qu'est-ce qui marche sur moi, qu'est-ce qui marche pas sur moi. Et il faut aussi, dans l'entre-deux, se dire si vous voulez incrémenter une nouvelle chose dans votre prog que vous n'avez jamais testé auparavant là durant votre parcours de 0 à 300 de total, c'est qu'est-ce qui est susceptible de marcher sur moi et pourquoi je devrais le mettre en place. Typiquement, si vous devez mettre une variante, essayez de bien la comprendre, essayez de bien savoir aussi les avantages mais aussi les inconvénients de la faire. Je prends l'exemple du pin pose, hein, mais si vous avez déjà pas une très bonne trajectoire de base, bah, peut-être vous concentrer plus sur la trajectoire de la traction ou du moins prendre une variante qui modifie moins le pattern de mouvement. Et ça, par exemple, il y en a beaucoup qui vont faire le piège et qui vont voir la variation du pin pose, qui vont se dire c'est stylé, je veux la faire. Ils vont la faire, mais ça va pas leur changer grand-chose au final. Et au contraire, même en dehors de ça aussi, bah, en fait, si vous commencez à stagner ou à progresser moins, je comprends que vous voulez essayer de relancer un peu votre progression. Si ça fait ça, d'essayer de faire péter jusqu'à ce que ça parte tout là-haut, là-bas. Mais je comprends ce truc. Mais il faut se dire aussi un truc. Si là, vous progressez peut-être un peu moins, il y a deux cas. Soit tout simplement, vous avez mis beaucoup de choses en place, et là, oui, ok, il faut renouveler un peu, mais garder quand même une certaine base sur laquelle vous fonctionnez avant. Je pense par exemple au renfo. On en parlait il y a pas longtemps, mais est-ce que je dois changer mes renfos à chaque bloc? Ça dépend. Enfin, moi j'en parlais ouais, de ça avec Gigi. D'ailleurs, Gigi, si tu nous écoutes, gros bisous à toi. En fait, moi, je suis adepte du garder quand même certains formats, ou du moins certaines variations, ou du moins certains renforts d'un bloc à l'autre, histoire de pas devoir se réadapter nerveusement un peu partout, et ce qui crée quand même un peu plus de fatigue aussi à votre corps. Puis non, sinon, par rapport à la compétition aussi, si vous réfléchissez à faire une compétition, les gars, de toute façon, il n'y a pas de niveau, hein, que vous ayez 10 de total, enfin j'abuse un peu, comme 300 kilos de total.
vous prenez de l'expérience. En fait, l'expérience que vous allez prendre en compétition, elle va être vraiment importante pour la suite de votre parcours. Et surtout, comme on le dit toujours, si vous disiez, si vous dites, je sais plus, j'ai pas mon bécherel avec moi en plus, purée, Ce que vous mince. dites, c'est quoi? Si vous dites, ok, j'ai bien fait de me corriger alors. Si vous vous dites, je veux attendre de claquer une performance pour faire ma première compétition, en fait, il y a un truc que vous voyez pas, c'est la face cachée de l'iceberg, parce que moi, je comprends la démarche, c'est assez noble de se dire, je veux arriver et faire une compétition où je vais être fort et où je peux impressionner. Je comprends totalement la démarche, mais ce que vous, il faut que vous compreniez aussi, c'est que si vous n'avez pas l'expérience des compétitions, votre première compétition, ça se trouve, elle va pas se passer comme prévu. Il y a des athlètes chez qui ça se passe très bien, ils vont direct s'acclimater aux ordres parce qu'ils ont eu un bon suivi qui a été fait par un coach très très fort comme par exemple Fitmax ou encore Sarah Fessel sur Instagram. Donc votre coach, ça se trouve, il va bien vous avoir préparé l'échéance, mais il y en a certains, ça se trouve, vous n'allez pas être préparé. Même en dehors de ça, si votre coach vous a bien préparé, on ne sait jamais comment vous réagissez le jour de votre première comp. Ça se trouve, niveau mental, ça va totalement, vous allez avoir un gros crash. Ça se trouve, la pression, ça se trouve, vous savez pas comment anticiper la pression, vous connaissez pas les conditions de compétition du jour J. Enfin, l'expérience que vous allez prendre, elle va être très importante. Et donc, pourquoi pas faire une première échéance où on se dit juste, je viens chercher mes perfs en chill, je viens découvrir la compète. Et là, par contre, ma deuxième échéance, j'attends un peu maintenant que j'ai découvert le monde de la compétition et que je sais comment je réagis pour essayer d'aller chercher une meilleure performance et me faire plaisir au niveau de ça. Voilà par rapport à tout ça. Après, je pense que on n'a pas besoin de continuer trop longtemps là, une fois que, on va dire, on s'est arrêté à 350 kilos de total, un truc du genre. En fait, la progression, elle va continuer de rester logique. Comme l'a dit Max, tout simplement, il va falloir continuer de mettre en place des choses qui ont marché sur vous. Pas essayer de s'égarer dans tous les chemins aventureux du streetlifting. Il va falloir tout simplement continuer aussi à faire ce que vous faites de mieux, juste à essayer de progresser, à pas chercher la suroptimisation dans chaque détail, mais à y aller progressivement. De toute façon, c'est un protocole. Et là, on vous l'a démontré, on a eu besoin de faire 2 podcasts pour en parler, parce que c'est quelque chose de très important et c'est un protocole qu'il faut bien suivre. Si vous ne le suivez pas, de toute façon, libre à vous, hein, chacun fait sa progression, mais au moins si vous avez pu vous reconnaître dans certaines phases qu'on a dit et que ça a pu vous aider, en tout cas, je pense qu'on aura accompli notre devoir, mon Max. Le devoir de citoyen. Ok, oui. Par rapport à ça, d'ailleurs, on a beaucoup parlé du rôle du coach. On va peut-être pouvoir finir pour les petites minutes qui nous restent. Comment tu choisirais ton coach, toi, déjà, si tu étais débutant parmi une des étapes qu'on a annoncées, et même à l'heure actuelle, bah, imaginons, avant les 350, comment tu choisirais ton coach, après les 350, et même quels critères tu retiendrais pour ces deux contextes-là? Alors moi, c'est la façon dont moi j'ai choisi mon premier coach. C'était Marco à l'époque. En fait, j'ai regardé qui partage de la valeur et qui répond à mes problèmes du moment. En fait, quand vous allez commencer ce qu'on disait avant, à vous programmer solo et que vous commencez à avoir un petit niveau, à vous poser des questions, à essayer de passer un ou deux petits paliers de stagnation, vous allez chercher les infos à droite à gauche. Vous allez chercher les infos sur Internet, sur YouTube. Parce qu'on sait que YouTube maintenant c'est la plus grosse plateforme d'apprentissage du monde. Mieux que l'école, Hmm. même s'il y en a qui me contrediront. Pour moi, il y a plus de choses à apprendre sur YouTube qu'à l'école. Et que au moment, il y a- au L'école est moment sur où vous allez YouTube aussi, chercher. hein. De quoi? L'école est sur YouTube aussi, hein. Dédicace à Ouais. ceux qui révisent leur bac ou leurs Ouais. épreuves avec les vidéos de profs en ligne. C'est gros, c'est masterclass, hein. Ouais. Et du coup, une fois que j'ai cherché ces infos-là, en fait, je suis tombé souvent sur la même personne. Parce que déjà à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui faisait du contenu sur le street. Et que du coup, il m'avait donné pas mal d'infos gratuites sans me connaître. Donc pas mal d'infos sur ses contenus perso, qui m'avaient beaucoup servi. Et à l'époque, je sais même pas s'il avait déjà fait un dips, parce que je l'ai jamais vu. C'était les... Marco, en fait, il pose quasiment jamais de perf. Ça sera le deuxième sujet, ça, et après je te laisse rebondir. Mais tu vois, je me suis pas du tout basé sur ça, je me suis juste dit, le gars, il est là, il donne gratuitement des conseils qui m'aident. Donc qu'est-ce qu'il pourrait m'apporter si je lui filais un billet, tu vois? Donc qu'est-ce qu'il, s'il donne, ça veut dire en fait, s'il donne ça gratuit, qu'est-ce qu'il a à donner si je le paye, tu vois, pour me donner encore plus? Et du coup, moi, j'ai plus réfléchi comme ça. En fait, le gars, il donne de la valeur, il a impliqué, il poste pas de perf. Donc, non, ça, c'est peut-être contre-intuitif, mais je m'en foutais en vrai. Je me suis dit, il a des bons tips, j'applique les tips, ils me servent, il me les a donnés gratuitement, Hmm. donc moi, je vais le payer pour voir qu'est-ce qu'il va me donner en plus.
Et du coup, deuxième petit truc, vous fiez pas au perf d'un gars pour vous dire qu'il est bon et qui pourra vous aider à avoir les mêmes perfs que lui. Parce que c'est ce qu'on disait avant sur le potentiel. Je connais des gars, gros, ils ont déjà fait première séance, ils tapent une traction, ils tapent 70-75 kilos. Donc tu dis, le gars, il a déjà, ouais, il doit Mm. s'entraîner depuis 10 ans. Ça se trouve, c'est la troisième fois qu'il fait des tractions. Il a juste, gros, une génétique de malade et il a juste un potentiel de fou. Mais du coup, un mec qui voit ce gars-là et qui voit faire une traction à 75 kilos, il peut se dire, waouh, lui, il va me dire comment y arriver. Alors qu'en Mm, fait, le mec, il mm, sait même pas. C'est ce que je disais dans le podcast d'avant. Non, non, c'est ce que je disais quand on parlait en off. J'allais dire dans le podcast d'avant, on parle de trop avec le. mm. Ouais, je te jure. Mais moi, si je prends mon exemple, apprendre à un gars à faire quelque chose que j'ai réussi à faire sans l'avoir travaillé, bah c'est compliqué parce qu'en fait, je suis pas passé par les phases compliquées, j'ai pas eu de moment où j'ai dû réfléchir pour adapter des trucs et réussir à passer des paliers. Parce qu'en fait, je l'ai fait et j'ai réussi. Donc c'est dur de donner le chemin à un gars quand tu l'as jamais pris. Et souvent, les gars Mm, qui ont des perfs énormes, ils sont quand même doués génétiquement. Je dis pas qu'ils sont pas bons pour mm, apprendre aux mm. gens, mais ils sont quand même doués génétiquement. Ils sont un petit peu dotés de talents surnaturels, on va dire. Et moi, c'est pas sur ça du tout que je me baserai. Par contre, si vous avez un gars qui a des perfs monstrueuses et qui en plus donne beaucoup de valeur, de bons tips qui vous ont servi, etc. Là, par contre, c'est masterclass parce que du coup, vous avez les deux penchants parce que vous avez un gars qui a vécu du coup bah, la compétition parce que s'il a des perfs énormes, c'est forcément qu'il fait de la compétition. Donc, il a une grosse expérience en compétition, beaucoup de connaissances et en plus, il va vous aider sur des barres que la plupart des autres peut-être ne passeront jamais. Tu vois, par exemple, moi, pour l'instant, je peux pas comprendre l'appréhension d'un mec qui va faire une traction à 100 kilos parce que je l'ai jamais eu. Donc Mm, c'est mm. un petit truc aussi en plus, tu vois, c'est une qualité en plus. Mais en tout cas, moi, je me suis pas du tout basé sur ça pour le choisir. C'était plus, comme je vous disais, partage de valeurs, des tips qui m'ont aidé, un gars qui est proche de mes valeurs à moi, tu vois, au niveau bah, justement partage, état d'esprit, parce que du coup, quand vous discutez un peu, vous voyez un petit peu le personnage. Donc voilà, ça c'était une pub gratuite pour Marco, et c'était mon avis sur comment choisir son coach. Je te laisse Ok. enchaîner la suite. Ouais, moi, faut savoir que si on parle passif un peu sportif, moi j'ai eu trois coachs, dont deux en très peu de temps, enfin par rapport à mes débuts en SL. En fait, je te rejoins et je vais même compléter en fait quand vous êtes débutant pour moi et ça je crois que je l'ai dit en plus dans le podcast qui est disponible sur la chaîne de Fitmax. N'hésitez pas à aller le voir après ce podcast-là si vous ne l'avez pas encore vu. Euh, Quand on est débutant, il faut quelqu'un de pédagogue, quelqu'un qui a des connaissances aussi et qui peut les transmettre. Et je rajouterais même, parce que je me rappelle plus du troisième que j'ai dit, raison de plus d'aller voir le podcast, quelqu'un qui peut vous individualiser en fait votre programmation. En fait, ça c'est quelque chose qui est super important pour moi dans le sens où on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même contexte sportif, le même contexte tout court, le même passif sportif, etc. C'est bien d'aller voir quelqu'un, par exemple, qui a des perfs qui sont monstrueuses, mais ça se trouve si le mec il a une demande de fou et qui peut se permettre de passer moins de temps sur les procs, je sais pas, imaginons il a 30 athlètes, il a aussi un CDI. Là, bah, par exemple, c'est peut-être un peu plus chaud parce que le mec, il a pas trop le temps de passer. Imaginons, ils vont faire les retours une fois par semaine et c'est des retours qui sont pas détaillés. Les progs, il les fait un peu à la va-vite. C'est du copier-coller pour tous les athlètes, par exemple. Là, les gars, c'est un peu chaud. Après, vous pouvez pas le savoir vous-même, mais vous pouvez aussi voir un peu le contexte quand vous allez échanger avec la personne. En fait, l'important, ouais, ça va être ces trois critères-là. Après, quand vous allez passer à un autre niveau, ouais, il y a moi en tout cas comment j'ai choisi mes coachs à chaque fois. À chaque fois, j'arrêtais et je repartais avec un autre coach aussi parce que moi j'aime bien apprendre et j'aime bien découvrir des choses, pouvoir échanger avec des personnes qui ont des perspectives différentes des miennes. Je trouve ça très important. Bah déjà parce que je suis coach et pour évoluer en tant que coach, c'est très très bien. Mais aussi parce que tout simplement évoluer en tant qu'athlète, c'est important de comprendre le processus dans lequel on évolue. Comme tu l'as dit Max, si toi, tu l'as dit, s'il y a un de mes athlètes qui part, moi enfin c'est pas, je m'en fiche, t'as dit, mais en gros, je serais ultra content de voir qu'il arrive aussi à se programmer lui-même tout seul. Bah ça finalement c'est aussi important en tant qu'athlète. Et ouais, du coup je disais comment j'ai choisi mes coachs, par exemple à titre informatif. C'est déjà j'ai quoi comme problématique. Par exemple quand j'ai choisi mon coach actuel, j'avais ma problématique du genou et mon coach était passé par la même problématique que moi et je savais qu'il allait pouvoir m'aider à en sortir. C'est un peu aussi le contexte, ouais. Est-ce que mon coach
même s'il a pas le même niveau que moi, imaginons même s'il est moins bon que moi en termes de perf, en termes de RIS ou l'indice poids puissance, est-ce qu'il est à même de comprendre mon contexte? Je sais qu'il y a des coachs qui sont au niveau peut-être interrégional moins, enfin moins. Donc en mode ils font une huitième, cinquième, enfin huitième, sixième place par exemple aux interrégionales, sans dégrader, hein, je dis moins vraiment pour cibler en termes de place, pas en termes de performance. Les gars, si vous participez à une interrégionale, c'est déjà très bien. Je préfère le préciser avant de me faire attaquer dans les commentaires. Attrapez pas sa veste. Putain, lâchez-moi. Non, mais ouais, même en fait le niveau veut pas dire grand-chose du temps que la personne arriverait bien à se projeter dans votre situation. Moi, je vois pas de mal à ce que un gars encadre enfin un gars interrégional, ouais, encadre un gars qui fait Final Rep par exemple, dans le sens où il arrive à se projeter sur la pression que ressent la personne, sur les enjeux de telle ou telle performance, comme tu disais, les 100 kilos de traction. Et en fait, après, ouais, l'important, c'est peut-être aussi de... Enfin, là, c'est le côté qu'on n'a pas dit, mais le côté qui est très important, c'est l'humain. Et ça, Max, je sais que t'es friand de ça. En fait, si vous avez quelqu'un avec qui vous savez que vous avez un bon feeling, que vous arrivez à construire un feeling, ou bien que vous voyez que la personne, ça pourrait matcher, c'est d'autant une raison de plus s'il coche déjà toutes les cases de connaissances, a déjà fait progresser des athlètes, etc., etc. Après, moi, je vous conseille, si vous devez choisir un coach, ciblez trois critères qui vous tiennent à cœur, mais également trois critères qui vous permettront de progresser. Et en fait, tout simplement, vous allez choisir votre coach et ça va bien se passer normalement si vous avez fait les choses logiquement. Après, il y a toujours des scams et des pièges. On reviendra dessus peut-être à un autre podcast parce que là, on approche des 40 minutes. Mais choisissez pas un coach qui pourrait potentiellement vous dégoûter du sport. Ça, c'est le risque. Prenez un coach qui va vous faire step up et même si, imaginons en termes de connaissances, il est à 20% de ce que le coach idéal pourrait avoir, si ces 20%, il vous les amène bien et que vous voyez qu'une fois que vous avez fait le tour, c'est le moment peut-être de changer de coach et de le faire de la meilleure des manières, bah en fait, ce coach-là, vous allez jamais cracher dans la soupe de l'avoir eu, ce coach à 20%, parce qu'il vous aura appris ce qu'il avait à vous apprendre. Le coaching s'est bien passé de la meilleure des manières et vous allez juste vouloir continuer le strip lifting, continuer votre chemin et trouver des coachs peut-être qui vont avoir 40%, mais qui vont être aussi bons que lui dans la manière de transmettre, etc. Et ça, c'est important, je trouve. C'est Voilà, oh, c'est voilà. c'est des belles paroles. C'est des belles paroles, toujours comme à la fin en plus du podcast. Écoute, mon petit Max, c'est la fin, j'imagine, de ce sixième podcast de Street Club. Merci à tous ceux qui suivent l'aventure. Et si vous êtes restés jusqu'à la fin du podcast, déjà, vous êtes des bons, tout simplement. On n'oublie pas, mettez un commentaire avec le petit emoji casquette, c'est très important. Mettez une note sur la beauté de Max sur 10. Et d'ailleurs, attendez, petite question, et là, on verra si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Est-ce que pour embellir Max, il devrait avoir une casquette? Voilà. Là, on fait un mix and twist des deux. C'est cool, je sais même pas si j'ai une casquette gros chez moi. Ah mec, mon rêve. Eh, tu sais quoi? Prochaine séance, là, tu te mets une casquette et tu m'identifies, gros. Je veux voir ça. Tu mets, ouais, tips à la Seraph pour progresser. Et casquette devant sur les tractions, très important toujours. Casquette à l'arrière, monsieur le dips, casquette devant sur les tractions. Pour la trajectoire. Ouais, exactement. Bon les gars, avant qu'on reparte en couille, n'hésitez pas, du coup, on n'oublie pas, liker, commenter, abonnez-vous, n'hésitez pas à partager le podcast sur vos différents réseaux si vous avez kiffé et que vous êtes toujours au rendez-vous. On n'oublie pas d'aller follow le Big Mac sur sa chaîne YouTube pour voir le prochain podcast qui sera le podcast 7. Également à me follow moi pour voir les prochains podcasts qui sortiront. Allez nous suivre sur Instagram, c'est très important, c'est là où on est le plus actif et que vous aurez le plus de nouvelles. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Max. Merci à tous l'équipe et on n'oublie pas quand même. C'est Raph le plus beau. Gros. Emoji aubergine si c'est Seraph le plus beau gosse. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao les gars. Allez, ciao ciao.